Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast consacré au storytelling et aux histoires de racisme vécues. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure emblématique de notre planète qui est un homme dont le nom est gravé dans l'histoire, Martin Luther King. On a tous en tête l'image du grand leader politique qu'il était, mais également du prix Nobel de la paix ou du pasteur au sommet de sa gloire. Mais aujourd'hui, avec mon compère Youn, on a décidé de déconstruire ce mythe. On veut vous parler de l'humain qui était derrière cette grande icône. Et pour cela, il faut remonter bien avant les grands discours. Il faut revenir en avril 1944 dans le secret d'un bus de nuit en Géorgie. On va vous raconter comment la pire humiliation d'un adolescent de 15 ans est devenue la racine même de son combat. Youn, est-ce que tu peux nous poser le décor de cette journée d'avril 1944 ? En avril 1944, Martin Luther King n'a que 15 ans. Pour ses proches, il s'appelle encore simplement Mike. C'est un adolescent d'une intelligence rare, un surdoué qui a déjà sauté 2 classes et s'apprête à entrer à l'université. Ce jour-là, il quitte sa ville d'Atlanta pour se rendre à Dublin. Il est accompagné par sa professeure de l'époque, Madame Bradley. Pourquoi ? Parce qu'il participe à un prestigieux concours d'éloquence. Devant un public nombreux, le jeune homme monte sur scène et livre une performance incroyable. Il choisit un sujet fort, la Constitution américaine et les droits des Noirs, expliquant que l'Amérique ne sera jamais vraiment grande tant qu'elle n'appliquera pas l'égalité réelle. Sans surprise, le génie du jeune Martin frappe le jury et il remporte le premier prix. Imaginez l'état d'esprit de ce gamin. En fait, à ce moment-là, il a seulement 15 ans. Il vient de prouver sa valeur par l'esprit. Il a comme un trophée sous les bras et il se sent à juste titre l'égal de n'importe qui. Heureux et fatigué après son discours, Martin et sa professeure montent dans le bus pour rentrer à Atlanta. Donc quand même un long trajet d'un peu plus de 140 km. À l'époque, c'est quand même énorme. Ils s'installent confortablement, pensant du coup savourer leur belle victoire face à ces personnes. Mais malheureusement, en 1944, dans le sud-est des États-Unis, le racisme a encore émergé et il ne s'efface pas devant un diplôme ou un trophée. Donc c'est pour ça que Youn, que se passe-t-il au cours de ce trajet qui est quand même assez un peu dramatique? Alors oui, assez dramatique comme on dit parce que le bus roule de nuit et s'arrête dans plusieurs stations. Au fur et à mesure, des passagers montent, forcément, notamment des passagers blancs. À l'époque, les lois ségrégatrices, Jim Crow, imposent des règles strictes. Les blancs s'asseyent à l'avant, les noirs à l'arrière, mais si la zone avant est pleine, les noirs doivent céder leur place. Un arrêt, la section blanche est saturée. Un homme blanc se lève, marche dans l'allée centrale, s'arrête devant Martin et sa prof et leur ordonne de se dégager. Il les insulte copieusement, utilise des termes racistes d'une violence extrême et il exige qu'ils leur laissent leur siège aux blancs, qui vient de monter. C'est un choc thermique du coup absolu, la tension elle monte énormément. Donc 3 heures plus tôt, on n'oublie pas qu'il était applaudi pour son intelligence et le premier discours qu'il venait de faire. Là en fait on le réduit tout simplement à moins que rien à cause de sa couleur de peau. Et la première réaction du jeune Martin Luther King, c'est de se révolter. Lui il refuse de se déplacer, de bouger dans le bus. Il reste vissé à son siège, bien sûr, sauf que sa professeure, lui, connaît la dureté de l'époque. Elle sait qu'en Géorgie en 1944, un noir qui tient tête à un blanc dans un bus, cela peut se terminer par une bagarre et certainement plus. Donc terrifié, elle lui attrape le bras et lui murmure de se déplacer parce que ils n'ont pas le choix en fait et que c'est comme ça. Donc ils ont cédé malheureusement à ces violences et ils se sont déplacés. Du coup, Youn, on aimerait savoir, maintenant que tout ça a commencé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le calvaire qui va suivre Ce n'est pas une affaire de 10 minutes. Le trajet dure près de 3 heures, donc pendant 140 km. L'adolescent va rester debout dans l'allée centrale, sous les yeux des passagers blancs, assis à sa place. Il doit ravaler ses larmes et sa rage en silence. Des années plus tard, Martin Luther King écrira dans ses mémoires une phrase essentielle. Cette nuit-là ne quittera jamais ma mémoire. C'est le moment où j'ai été le plus en colère de toute ma vie. Retenez bien ça. La plus grande colère de sa vie n'est pas venue des bombes ou des arrestations futures, mais de cette nuit-là dans un bus. C'est sur cette colère brute et ce traumatisme que s'achève la jeunesse de Martin Luther King. Mais cette rage qu'il a accumulée durant ces années, il va en faire un carburant politique. Donc ses convictions vont être de plus en plus fortes. Pour vous raconter comment ce cauchemar s'est transformé en combat, puis en un rêve assez historique comme on le connaît, je laisse tout de suite la parole à Thiago et Quentin pour la suite de notre histoire. Merci Nathanaël.
Donc effectivement, en fait, cette colère, elle est née dans le bus en fait en 1944. En fait, Martin Luther King, il va pas laisser s'éteindre, de se transformer cette violence en une violence aveugle. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la canaliser. Et donc du coup, nous, dans notre histoire, on va faire un bond de 11 ans dans le temps. Nous sommes en décembre 1955 en fait à Montgomery, dans l'Alabama. Donc on a une couturière noire pardon, de 42 ans que tout le monde connaît aujourd'hui, puisque même vous la connaissez en fait, c'est Rosa Parks. Cette dame, bah, du coup vous savez ce qu'elle a fait en fait, elle a refusé de céder sa place dans un bus en fait à un homme blanc. Et donc, du coup bah, elle a été arrêtée et la communauté noire de la ville en fait décide de réagir en lançant un boycott total des bus de la ville. Et donc, du coup pour en fait diriger ce mouvement de protestation massif, ils cherchent en fait un leader, donc quelqu'un qui serait capable de mener le combat, d'avoir les épaules pour. Et donc, du coup en fait ils choisissent un jeune pasteur de 26 ans, brillant et encore neuf en politique, Martin Luther King. Exactement. Et quand on connaît l'histoire de ces 15 ans, on comprend immédiatement que pour King, accepter ce combat, c'est profondément personnel. Le bus, c'est l'endroit exact où on lui a volé sa dignité d'adolescent. Le boycott va durer 381 jours. Pendant plus d'un an, des milliers de personnes noires vont refuser de monter dans les bus de Montgomery, marchant des kilomètres sous la pluie ou le soleil. King va voir sa maison dynamitée. Il va être harcelé, jeté en prison, mais il ne lâchera rien. Pourquoi ? Parce qu'il sait exactement ce que l'on ressent quand on est debout dans cette allée centrale. Il se bat pour Rosa Parks, mais il se bat aussi pour réparer le gamin qu'il était en 1944. Et en novembre 1956, c'est la victoire. La Cour suprême déclare la ségrégation dans les bus illégale. C'est une première victoire immense, mais c'est que le début du chemin qui nous mène à la finalité de notre podcast, le sommet de sa vie publique. On est le 28 août 1963. 19 ans après sa nuit de calvaire en Géorgie, plus de 250 000 personnes sont massées à Washington pour la marche, pour l'emploi et la liberté. C'est une marée humaine historique devant le Lincoln Memorial. Martin Luther King s'avance vers le pupitre, face au micro du monde entier. Quentin, est-ce que tu peux nous raconter ce moment de bascule incroyable pendant le discours ? Alors oui, je peux vous le raconter. Et donc, c'est un moment magique de l'histoire, comme tu le disais. Le texte que King a préparé, il est très sérieux. Il est très politique, mais il n'écrit nulle part la fameuse phrase « I have a dream ». Il lit ses notes, c'est efficace, mais le ton, il est un peu rigide. C'est alors qu'au milieu de son discours, une voix s'élève derrière lui sur l'estrade. C'est Myla Jackson, la légendaire chanteuse de gospel de son ami proche qui lui crie « Parle-leur de ton rêve, Martin! Parle-leur de ton rêve !» À cet instant précis, King s'arrête. On le voit à la télévision poser ses notes écrites sur le côté. Il lève les yeux vers la foule, il prend une grande inspiration et il improvise totalement à la fin de son allocution. Tu peux nous en parler, Thiago ? C'est là qu'il lance sa tirade historique. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Quand on analyse en fait du coup ces mots avec le recul, il y a tout qui s'éclaire. Pourquoi parle-t-il des collines rouges de Géorgie ? Parce qu'en fait c'est là où il a été humilié dans son bus en 1944. Pourquoi est-ce qu'il utilise le verbe s'asseoir ? Parce qu'on l'a forcé à rester debout pendant des heures. Le rêve de Martin Luther King n'est pas une poésie naïve. C'est sa réponse directe, universelle et politique au traumatisme de son adolescence. C'est sa plus belle revanche. Exactement. C'est la finalité absolue de son histoire. Le système raciste avait voulu le mettre debout pour le rabaisser et pour l'isoler. Donc dans cette nuit de 1944. Mais 19 ans plus tard, donc en 1963, il utilise la puissance du storytelling et des mots pour mettre toute la nation debout. C'est quelque chose d'historique. Mais cette fois, pour l'élever vers la justice. En formulant ce rêve, le gamin de 15 ans qu'il était, il s'est enfin rassis. Et avec lui, tout son peuple s'est rassis. Eh bien, merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez jamais, derrière les grands discours qui changent le monde, il y a souvent des blessures intimes, vécues en silence, que des hommes et des femmes ont décidé, un jour, de ne plus jamais accepter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et continuez à écouter les histoires.